Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur VST, la nouveau rendez-vous de MCSP avec une équipe de MCSP au grand complet. Ce soir, avec le retour de Vanina Bernard-Léoni. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Madame la directrice de la Fondation de l'Université de Corse. En personne. Qui va nous parler de de l'Université de Corse et de toutes les merveilles qu'elle entreprend pour cette jeunesse. C'est bien dit. N'est-ce pas? A tout de suite. Il y a Marie Joaré qui est avec nous aussi ce soir. Madame la directrice de publication. De publication, si vous voulez. Ouais. Des éditions des Immortels et un petit peu plus. Qui va nous parler d'un monument de Paris, mais il a un grand rapport avec notre invité. Vous allez découvrir tout à l'heure, quand vous découvrirez notre invité. Toujours ici, comme chaque samedi soir, monsieur le directeur des programmes de RCFM, Jean-Paul Luciani. Bonjour, je suis content. Alors, je suis heureux. En plus, je vais vous ramener aujourd'hui des rumeurs du net qui concernent notre invité, qui sont extraordinaires. Vraiment, j'ai trouvé des perles. L'équipe ne serait pas au complet et au grand complet sans Sandra Alfonsi, directrice de publication et de rédaction. Bonsoir. Bonsoir. Je suis entouré de directeurs et de directrices ce soir. Donc je serai quoi, moi, ce soir? Directement concerné par l'émission. Voilà. On dira ça. Vous allez nous parler de l'Opéra Garnier? Oui, je vais vous parler de Petit Rat et du tricentenaire de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Alors vous le savez, si le mot star est galvaudé aujourd'hui, le mot étoile, lui, garde toute sa noblesse. C'est une étoile que l'on reçoit ce soir. Isabelle Ciaravola est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. Et puis quel métier, on va en parler, parce que c'est un métier, c'est un métier d'art, mais une vraie profession de foi aussi, j'ai l'impression. Il faut vraiment être passionné pour exercer cette activité artistique et ô combien physique. Isabelle Ciaravola, vous êtes originaire d'Ajaccio. Tout à fait. Vous avez commencé la danse ici? ici? Je suis née à Ajaccio, c'est plus qu'origine. Oui. Et vous le revendiquez. Oui. Vous avez commencé la danse ici à Ajaccio? Tout à fait. Je suis restée en fait à Ajaccio jusqu'à l'âge de 13 ans et demi. Et si je voulais en faire ma carrière, j'ai dû quitter mon île pour aller en faire ma profession sur le continent. Il faut commencer tout très jeune. En général, il vaut mieux. Il vaut mieux. Mais aussi, la passion, si passion il y a, arrive tôt chez l'enfant, quand même. Donc, dès l'âge de 3 ans et 4 ans, il peut avoir une initiation au rythme, à la musique et tout ça, la danse. Et après, à partir de 6 ans, je pense qu'on peut vraiment commencer l'institution en quelque sorte. Mais chez vous, justement, quand est-ce qu'il y a eu le déclic? À quel moment vous vous êtes dit, bon, la danse, c'est pas seulement une activité extrascolaire, c'est une passion, ça peut même être un métier, ça peut être ma vie. Vous vous rappelez de quand vous avez eu ce déclic? Non, pas exactement, mais en fait, je pense que quand on a une passion, on l'a en soi. Et ça n'arrive pas tout d'un coup comme ça, c'est-à-dire je suis née avec, je pense, mais je le réalise que maintenant, parce que quand on est jeune, on est innocent. On danse comme ça naturellement, mais on ne sent pas encore que c'est la passion. Et en fait, moi, j'ai la chance d'avoir des parents très mélomanes qui ont un commerce d'instruments de musique. Donc, maman me mettait très souvent avec ma sœur des musiques classiques merveilleuses telles que Chopin, Schubert, Brahms à la maison. Donc, on était baignés dans cette atmosphère. Et en fait, j'ai très tôt commencé à gesticuler, comme je pense toutes les petites filles. Hein. Je veux dire, je ne suis pas l'unique à faire ça, mais à évoluer en fait sur ces musiques. Et il y a un jour, maman nous a mises, ma sœur et moi, dans un cours de danse. Et ma sœur, je crois qu'elle a abdiqué au bout de 3 mois. Et moi, j'ai vraiment été passionnée, accrochée. J'ai adoré. C'était un nouvel univers. Et une seconde vie, en quelque sorte, vous voyez. Et j'ai voulu persévérer. J'étais vraiment très passionnée. Il faut baigner aussi là-dedans, parce que bon, c'est de la musique classique, c'est de la danse classique. Quand on est une petite fille, les petites copines, je suppose, écoutent plutôt la musique de leur époque. Oui, mais je pense que ça n'empêche pas. Mais bon, moi j'ai une prédilection plutôt pour les belles musiques classiques. Hein. Je ne vais pas renier le reste, mais disons que je suis plus portée, je peux plus m'évader en fait. Sur scène, quand les musiques sont très porteuses et magnifiques, pas juste des bruitages ou des choses comme ceci. Quoi. À 13 ans, c'est la préadolescence et c'est le moment où vous allez partir. Oui. Donc là, vous allez franchir un pas. Ouais. Là, c'est votre avenir qui va se jouer. Vous en êtes consciente ou pas? Tout à fait, parce qu'en fait, c'était un choix pas si simple que ça. J'ai été repérée, donc encore une fois, grâce à ma mère, qui m'a petit instant d'émotion. En fait, qui m'a fait parcourir d'abord la Corse, parce qu'on avait quand même la chance à Bastia d'avoir des stages, entre guillemets, qui apportaient des professeurs internationaux, de renommée internationale. Et donc, on pouvait découvrir des professionnels, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'à mon époque, il n'y avait pas trop d'écoles vraiment professionnelles. Donc, c'était plutôt pour des amateurs, et il y en avait très peu qui partaient
ou voulaient en faire leur métier. Donc là, on avait la chance de côtoyer ces professeurs qui, eux, côtoyaient des professionnels et qui avaient fait eux-mêmes carrière. Donc ils avaient un œil très Averti, professionnel. averti pour déceler en l'enfant s'il y avait ou non possibilité d'en faire carrière. Et donc j'ai été à Bastia, c'est avec Solange Golovine, qui est la sœur d'une grande famille, Golovine, Serge Golovine, Jean Golovine. Il y avait beaucoup de Golovines qui ont fait grande carrière. Et donc là, j'ai été remarquée, donc c'était un premier pas. Ensuite, on a franchi notre éparte, c'est-à-dire qu'on a traversé le continent. On a fait Aix-en-Provence, La Baule, beaucoup de stages. Et là, encore mieux, en fait, on a rencontré les professeurs de l'école de danse de l'Opéra de Paris. Donc, un niveau encore plus haut, et eux encore ont l'habitude de voir si oui ou non on sera apte à être engagé dans cette merveilleuse maison. Donc, j'ai été prise, en fait, sous la houle de mademoiselle Christiane Vossard, qui est malheureusement actuellement décédée, et qui était un immense pédagogue, après une danseuse étoile, évidemment, et qui m'a remarqué la première année. Mais évidemment, elle est Corse, mais qu'est-ce qu'elle va faire en Corse? Il n'y a rien. Bon, malheureusement, c'est vrai, il n'y avait pas de compagnie. Pas tort, ouais. Voilà. Donc, il fallait absolument que je vienne auditionner pour entrer à l'école de danse. Première année, en fait, on n'a rien fait parce que c'est vrai que pour les parents, c'est quand même une étape à franchir. Il fallait que je quitte mon nid, je devais être dans une famille d'accueil, donc c'est pas forcément évident. Et on n'a rien fait. Par contre, l'année suivante, on est retourné à ce même stage, et là encore, coup de cœur pour mademoiselle Vossard, qui m'a encore repérée. Ah, elle a fait des progrès, elle est bien, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après, c'est trop tard. 13 ans et demi. C'est la limite, hein. C'est-à-dire que pour moi, à l'époque, je pense que maintenant les âges ont changé. Mais 13 ans et demi, déjà, je ne pouvais plus auditionner pour entrer à l'école de danse de l'opéra. C'était trop tard. Mais je pouvais éventuellement passer par une autre filière pour intégrer le corps de ballet, si j'y arrivais toutefois. Donc, c'est-à-dire présenter le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où cette fameuse Christiane Vossard professait également. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait. Finalement, maman et papa se sont mis d'accord. Je suis partie à Paris. À l'origine, je devais être dans une famille d'accueil, mais fort heureusement, maman ne m'y a pas laissé parce que c'était la catastrophe totale. Donc, on est vite redescendu de l'appartement. Un peu maman poule, peut-être, hein? Non, pas tant que ça, mais je pense que j'aurais fait pareil avec ma fille, parce que si je vous raconte, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais surtout très jeune, hein, vous avez 13 ans à peine. Relativement jeune, quitter son île, son foyer. Et je devais quand même loger, j'avais pas de chambre, je devais être dans le salon sur un clic-clac, lever à 6h du matin parce que madame faisait babysitting. Donc les bébés qui arrivaient, il y avait 2 Dobermans sur le canapé. Je pense qu'il y a 13 ans et demi, moi j'avais envie de pleurer parce que j'ai dit si elle me laisse là, j'ai peur, quoi. Je connais pas la vie, c'était tout nouveau pour moi. Un contraste énorme avec la vie de l'opéra qui on imagine un peu plus délicate quand même. Oui, tout à fait. Mais donc finalement, elle est restée avec moi, je crois 4-5 ans. Donc je les remercie encore parce qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Mais le résultat, il est à la fin, heureusement pour eux. Et donc, j'ai intégré le CNSM de Paris. J'ai fait mon cycle de 3 ans. Je vous raconte brièvement. Je suis désolée, je suis un peu longue. Mais... Non, mais vous êtes là pour ça. Donc, au bout de 3 ans, j'ai eu mon premier prix, qui n'était pas gagné aussi, mais je l'ai eu, donc c'est formidable. Et grâce à ce premier prix, je pouvais auditionner pour intégrer l'école de danse. Donc, vous voyez, finalement, je retombais sur mes pattes, mais au lieu de rentrer en 6e division, là, je suis rentrée directement en 2e division. Et après, j'ai fait la première. Donc, je n'ai fait que 2 années à l'école de danse à Nanterre, alors que normalement, le cycle est de 6 ans. Et donc, j'ai rattrapé le temps perdu. Vous avez été au but de toute façon. Et je suis rentrée en 90 dans le corps de ballet. Et alors, comment vous tenez là? Parce qu'à 13 ans, là, à demi-mot, vous nous avez expliqué que c'était quand même pas facile. Bon, on a 13 ans, encore une fois, c'est la préadolescence. Même si on passe forcément à l'avenir et à qu'est-ce qu'on deviendra plus tard, il y a quand même un gros pari sur l'avenir qui est fait à ce moment-là. Vous en êtes consciente ou pas? Écoutez, moi, en fait, je n'étais pas du tout consciente. Je pense que maman avait donné 2 ans d'essai, parce qu'évidemment, on va pas... Il y a combien de danseuses, je vois, qui traînent 3-4 ans et qu'on voit que finalement, elles ne pourront pas aller plus loin, mais les parents essayent. Finalement, il faut reprendre les études après, parce que ça ne débouchera sur rien, malheureusement. Et donc, en fait, moi, je vous dis, à part ce petit aparté où il y avait le problème d'appartement, mais finalement, je suis restée avec maman, pour moi, c'était la vie rêvée. Vraiment. Parce que de faire de ma passion un quotidien, tous les jours, côtoyer de nouvelles danseuses, des professionnels, des professeurs confirmés, tout ça. Vous avez des modèles déjà, des gens que vous rêviez, que vous admiriez? J'avais beaucoup de modèles. Et alors, la première fois qu'on les voit, qu'on les croise, on est pétrifiés. Vous voyez, ça vous semble tellement irréel, on les voit derrière l'écran ou sur les magazines et tout d'un coup, ça prend forme, ça devient réel. Vous voyez? Donc pour moi, en fait, toute cette discipline, parce que c'est vrai qu'on rentre dans un engrenage, c'est
une hygiène de vie qu'il faut respecter, parce que, comme vous disiez, c'est aussi c'est un sport de haut niveau, en plus d'un art. Donc on doit faire beaucoup de concessions. On a, en quelque sorte, on a une adolescence qui est un petit peu brimée, parce que adieu les sorties avec les copains. En fait, on reste toujours dans ce milieu fermé entre danseurs. Et C'est jamais pesant. Il n'y a pas de moment où on a envie de... Ça ne m'a pas gênée, je ne m'en rends pas compte. Peut-être avec le recul, je me dis, c'est vrai, j'ai pas fait ça, mais finalement, je m'en porte aussi bien. On a un retardement, mais d'un côté, en fait, on acquiert une maturité plus rapidement. Parce qu'on est livré aussi à 18 ans. Il y en a qui peuvent rentrer dans le corps de ballet, je crois que c'est 15 ans et demi ou 16 ans. On est déjà dans la vie active. Vous imaginez, donc il faut se prendre un main. Donc à partir de là, on peut avoir notre studio, tout ça. Donc on est indépendant. Je vais prendre un énorme raccourci, mais est-ce que vous rêviez de devenir une danseuse étoile? Tout le monde rêve. Tout le monde? Tout le monde. Toutes les danseuses. Et le jour où ça arrive, alors? C'est pour ça qu'elles veulent faire aussi. Et le jour où ça arrive? C'est étrange parce qu'on a l'impression d'être en lévitation et l'impression à la fois que tout s'écroule. Vous voyez? Parce qu'on a tellement attendu. C'était en quelle année? C'était il y a 4 ans. 2009. 16 avril 2009. Vous l'attendiez encore ou pas? L'attendre sans l'attendre. Parce que je n'ai jamais baissé les bras, je n'ai jamais mis de côté cette idée, même si l'âge avançant, les chances se réduisaient. Parce que j'ai été nommée quand même relativement tard, à 37 ans, même si je ne suis pas celle qui a été nommée le plus tard possible, parce que je crois qu'il y en a eu un à la retraite, donc c'était presque 42. Mais vous voyez, finalement, le travail... C'est l'aboutissement d'un rêve? Ou le commencement aussi d'un autre rêve, finalement. Justement, est-ce qu'on se donne d'autres challenges après? Ah oui, parce qu'en fait... Parce que là, c'est un peu... On parlait de sportif de haut niveau parce que c'est vraiment une vie de sportif de haut niveau pendant des années. Ça, il faut en être conscient. Parce que le corps est très sollicité. Jusqu'à la fin de la carrière, même encore maintenant. Exactement. Donc là, pour le coup, c'est comme si vous aviez une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Oui. Donc la il faut sensibilité se remotiver en plus. C'est-à-dire... non, mais j'aimerais qu'on rappelle la dimension artistique. Mais j'y viendrai tout à l'heure, la dimension artistique. Non. D'abord, moi, il y a cet aspect physique qui m'intéresse aussi. Mais je suis parce que je crois qu'on l'occulte trop souvent. Pour ma part, c'est vrai que la danse, c'est en premier un art, théâtralité, tout ce qu'on veut. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'on n'est pas reconnu en tant que sportif et de haut niveau. Mais c'est quand même très physique ce qu'on fait. Il ne faut pas l'oublier. Et justement, vous pouvez nous dire un petit peu dans une journée de danseuse, ou une semaine même de danseuse, parce qu'il n'y a pratiquement une journée, pas je pense que ça peut être pas mal. Voilà, une journée, mais je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jours de repos dans une semaine. Non. Donc voilà, nous dire un petit peu quand même combien de temps il faut... Alors bon, c'est très variable, parce que nous, on a nos plannings tous les vendredis. Donc une semaine sur l'autre. Et en fonction des ballets, ils nous planifient les répétitions. Donc on peut travailler jusqu'à 8 heures par jour. Donc on a une possibilité. Le matin, c'est réservé pour les cours de danse, c'est-à-dire l'échauffement, la barre, le milieu. Je le précise parce que moi, quand j'étais petite, je pensais que justement ces cours étaient accessibles seulement pour les jeunes. Mais une fois qu'on était professionnel, plus besoin. Uniquement les répétitions, les spectacles. Mais non, pas du tout. C'est comme un pianiste qui va faire ses gammes ou je ne sais quoi. Il faut toujours cet échauffement, cette remise en question tous les matins à la barre. Il faut redompter le corps, entre guillemets, parce que tout évolue chaque jour est différent. Donc le matin, on a soit des cours à 10h, là on a le choix par contre, soit à 10h, soit à 11h30, soit à 11h. Des cours d'1h30 en général. Et les répétitions commencent à midi pour les solistes. Et on peut finir à 7h, à 19h, avec une pause de 4h à 4h30 seulement. Si on a un spectacle le soir, les spectacles commencent à 19h30, on ne peut pas répéter au-delà de 17h, parce qu'il y a le temps de préparation. Oh là là, ça paraît pesant. Je vois le poids des heures de travail sur le visage, là. Parce qu'on imagine aisément. Et quel cadre magnifique. Ça vous permet donc de rencontrer eux aussi. Ça vaut le coup finalement de souffrir puisque vous atteignez un but, encore une fois. Vous rencontrez des stars. Et même quand on ne connaît pas la danse, par exemple, il y a un nom que l'on connaît tous, c'est Roland Petit. Oui. Vous le rencontrez, vous travaillez avec lui. Alors, je vais faire une précision, il est décédé. Hein. Oui. Je ne dis pas qu'il est vivant, je dis vous le rencontrez, évidemment, du temps son vivant. Et vous le rencontrez et vous travaillez avec lui. Oui, j'ai travaillé. Avec, c'était quoi, la prisonnière notamment entre autres, Rendez-vous, La Prisonnière, Clavigo, Passacaille. J'ai beaucoup travaillé avec lui. C'est quelqu'un de très spécial, mais alors je suis très admirative. Il avait un caractère pas facile du tout. Je veux dire, s'il aimait pas, c'était hors de question. Il pouvait être odieux. Il mâchait pas ses mots. Il avait un franc-parler
qu'on ne pourrait pas qualifier vraiment, mais elle était des fois presque limite vulgaire, et avec les femmes encore plus. Mais quand il aimait, vraiment, il pouvait nous pousser. Et je veux dire, on n'avait pas le choix devant lui, il fallait qu'on donne le maximum tout de suite, parce que sinon on était relégués derrière et c'était fini, il ne voulait plus nous revoir. Donc il y avait quand même cette pression. Ouais. Alors, travailler avec des monstres sacrés comme ça, Ouais, ouais. là aussi, on se sent comment? On se dit, ça y est, je fais partie de ce milieu dont je rêvais. Maintenant que vous On me en prend dites, oui, j'y conscience. pense. On en prend conscience, ouais. Maintenant que vous me le dites, Sur le j'y moment, pense. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il y a d'autres exigences sur le Ouais. moment, il faut tout donner en fait. Bah, à l'instant présent, il faut le vivre comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'en y repensant. Mais oui, Monsieur Petit était quelqu'un d'extraordinaire et j'adore faire ses ballets parce qu'il choisit des musiques, on va en plus entendre, je pense, là, merveilleuses. Et à travers ces ballets, on peut faire partager un peu son âme avec le public, on va dire. On parlera aussi de la dimension d'actrice, de comédienne aussi dans la danse, parce qu'on a aussi tendance à l'oublier. Mais d'abord, on va s'intéresser à la personnalité Isabelle Chiara, voilà, en tout cas comme on l'aperçoit à travers le net. Il est l'heure de retrouver Jean-Paul. Et Jean-Paul, quand il s'ennuie, il va sur Internet et il cherche des infos sur nos invités. Et vous avez trouvé pas mal de choses sur Isabelle. Oui, oui. Allons-y tout de suite. D'abord, la première chose que vous regardez chez un homme. Voilà, les yeux. Commentaire, Laurent? Je comprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. Bon. Essayez d'enchaîner maintenant, tiens. Vous avez passé votre enfance baignée par la musique classique. Vous étiez dans un univers d'instruments de musique. Tout à fait. Pourquoi? Moi, je le sais, mais... Mais je l'ai dit tout à l'heure. Ah, d'accord. Peut-être Mes préciser... parents ont un commerce Voilà, d'instruments de précisons. musique. Voilà. Parce que... Donc, Parce que moi, en fait, ce que j'avais noté chez vous, c'est le fait que, au-delà de la musique classique, vous aviez déjà toute petite des idoles qui étaient sans doute pas les idoles de tout le monde. Baryshnikov, Nureyev. oui, ça, on revient à la danse. Ouais. Ouais, tout À à partir fait. de quel âge vous aviez ces idoles-là? Parce qu'on le trouve ça. Les sur le idoles, net. j'ai pu les avoir pas si tôt que ça, parce qu'il fallait que je les connaisse de ma Corse au moyen de la télé ou des magazines, parce que n'étant pas sur Paris, Baryshnikov, je ne risquais pas trop souvent de le croiser à Paris, on va dire. Mais donc il a fallu que j'ai ce moyen pour les connaître et les apprécier. Mais je pense qu'en tant que fille jeune, quand j'étais plus jeune, je pense que je m'orientais plutôt vers les danseuses étoiles, on va dire, plutôt les femmes, telles Noëlla Pontoise, Sylvie Guillem, vous voyez, des grandes dames de ce nom, avant les garçons, quand j'étais jeune. Alors, vous adorez Ouais. le chocolat. Ah oui, ça c'est pas fou, hein. Ça, c'est mon péché mignon. Hein. Mais moi, si c'est tout de moi, là. Et alors, vous partagez une passion avec Sandra Alfonsi pour les finoutiettes. Ah, ça c'est vrai. Ben, on est trois Ah alors. oui, oui, oui. Ah ouais Finouchette, Ah bah oui. mais alors, pas n'importe Évidemment. lesquelles. Hein. Lesquelles? Voilà. Ah, je sais pas, parce que c'est maman qui a l'adresse. Mais alors, pas ceux qui sont assez gros, un peu fades. Hein. Donc, il y en a des très fins, bien croustillants. Et alors, quand elle vient, elle m'en ramène avec la charcuterie. La valise, elle est pleine. Alors j'ai une bonne adresse hein, pour ce genre C'est de vrai finoutiette. Bon, Oui, bah, oui, j'ai avec une très bonne plaisir, je veux adresse. bien goûter. Et le chocolat noir, blanc Ah non, non, au lait? malheureusement, pour moi, pas trop noir. Je sais que c'est meilleur pour la santé, mais je suis plus au lait. Blanc, non, mais au lait, oui. Praliné. Vous êtes cinéphile, vous allez au ciné, mais vous avez dans votre panthéon une actrice préférée. Apparemment, vous aimez beaucoup Viviane Lee. Ah oui, 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 c'est vrai. Je trouve même que vous lui ressemblez un peu. Oui, fut un temps, il paraît. Il paraissait. Mais oui, je l'ai découvert dans, comme beaucoup d'autres, Autant n'emporte le vent. Et j'ai adoré ce film. Et j'adorais les robes et comment elle jouait aussi, et son visage, je sais pas. J'étais fascinée. Vous aimez les fleurs blanches. Ouais. Quel type de fleurs? En général, les roses blanches. Ah ouais? Ouais, ouais. Bon. J'aime bien les tons bien pastels. Là, récemment, c'était un peu rose pâle, ça changeait, mais quand je retrouve des blanches, ça y est.
L'impression de revivre. Ça ressemble un peu à des danseuses aussi, hein, finalement, ces roses claires avec leur tutu. Ouais, Ça c'est vrai. peut ressembler. Un tutu à l'envers. Un petit tutu à l'envers, voilà. C'est vrai. Moi, j'avais pensé plutôt aux instruments de musique tout à l'heure. J'ai dit le corps. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai essayé de m'apesantir. Alors, vos pays préférés, le Japon et l'Australie. Ah oui, c'est vrai. L'Australie en premier, je dirais. C'est quoi cette tête-là? Non, moi je sais pas, j'aurais dit plutôt les États-Unis. Non, alors oui, mais parce que alors je sais pas quand vous avez trouvé ça sur Internet, hein, parce que ça peut remonter à quelques années aussi. Hein. Les États-Unis, dernièrement, c'est vrai que je suis tombée entre guillemets amoureuse de Chicago. Moi, New York, alors je suis une des rares sûrement, mais trop de monde, trop de fourmillement comme ça, non. Mais Chicago, j'ai été subjuguée. Vraiment. Mais quel est le pays, selon vous, qui est le plus sensible à la danse? Ah, le Japon. Le Japon. Et la Sans Russie, conteste. la Russie. La Russie. Hein. Ouais, c'est vrai qu'en Russie, on Franchement, s'y j'y attend vais un peu, il y a souvent. une vraie tradition, J'ai la hein. chance d'être souvent invitée parce qu'ils m'aiment bien. Je sais pas pourquoi. On peut trouver Mais, des tas j'y ai- de motifs, Isabelle. Tu vois des raisons de vous aimer, tant que danseuse notamment, on peut en trouver. Là, j'y étais il y a 2 semaines, justement, il y a pas longtemps, pour un gala. Et c'est vrai que, à mon niveau, j'ai la chance d'être invitée dans pas mal de pays pour faire des galas privés d'étoiles, entre guillemets. Et donc, j'étais la seule représentante de la France. Et je retrouve des amis, parce que finalement, comme on tourne et on se retrouve souvent dans les mêmes galas, des États-Unis, des Russes, des Allemands. Donc, c'est sympathique, des fois, de prendre l'air un petit peu de l'opéra. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'école russe, hein, c'est Ouais. vrai. La danse française, justement, elle est perçue comment à l'étranger? Elle est très respectée. Je pense qu'ils essayent de copier pas mal hein, notre style. Parce qu'il y a eu de très bons danseurs, de très bonnes danseuses, de très bons chorégraphes aussi en France. Ouais. C'est D'ailleurs, il y a reconnu au beaucoup de niveau on petit international. maintenant en Russie. Hein. Ouais. Ah oui, là maintenant ils font beaucoup de choses, même du préjocage. Non, c'est vrai qu'ils s'ouvrent beaucoup les Russes, hein, et il faut se méfier, hein, parce qu'il y a des très très bons danseurs. Hein. Votre couleur préférée, le bleu et le noir aussi. Oui, le noir, le bleu, oui, le bleu nuit. Vous aimez manger bio. J'essaye. C'est pas facile. Non, j'aime bien manger frais. Voilà. Bio, bah, on est plus sûr de manger de la bonne qualité. Hein. Mais voilà, j'essaye d'avoir... C'est vrai que depuis quelques années, j'ai une meilleure alimentation. Et ça peut influencer énormément le physique, la récupération pour les sportifs et tout ça. Parce qu'il y a Et vous astreignez un physique particulier au quotidien? Un régime particulier au quotidien? En fait, non, si j'ai par exemple mes 6 heures de répétition ou un ballet qui est vraiment très... qui demande énormément d'efforts et qui va nous puiser beaucoup d'énergie, je mange ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie. Vous voyez, je ne vais pas me planifier quelque chose. Mais par contre, je suis un peu étrange, on va dire, parce que si j'ai spectacle le soir, ou même si je répète tout l'après-midi, je ne vais pas prendre le temps de manger à midi parce que j'en ressens pas le besoin. Et donc, je sais que c'est très mauvais, mais je fonctionne comme ça. Donc, si je dis la vérité ou non. Eh ben, ça Même, marche. même les cannelloni de maman. Mince, elle me les a fait là. Je vais repartir avec. Ah oui, ils m'ont manqué, hein, ça fait longtemps que je n'en ai pas mangé. Votre ville préférée, Venise. Tout à fait. Bah, j'y étais là, il y a le week-end dernier. Pourquoi? Ça fait- Qu'est-ce qui vous attire? Je sais pas, c'est comme une ville imaginaire, vous voyez, avec déjà on marche à pied, on peut se perdre, vous voyez, moi il n'y a aucun problème, je marche, je gère en fait, il y a des lumières, une luminosité, des fois vous vous levez tôt le matin, j'ai fait des photos mais magnifiques. Sinon, qu'est-ce qu'il y a, on se sent en toute sécurité, je pouvais sortir le soir seule, hein, j'y vais seule des fois, ça me gêne pas. Hein. Et alors, mais les gens sont d'une gentillesse aussi. Et de voir cette eau, de prendre toujours ces petits vaporettes pour changer de station, on a l'impression, je sais pas. Envie de s'y installer, pourquoi pas? Non. Non. Vous avez dansé à Venise? On danse à Venise? Alors à Venise, mais j'avais en fait tourné pour l'émission Capodanne. Vous voyez, c'était pour le 31 décembre local, on va dire. Et donc j'avais eu quand même la chance de tourner dans le Palais des Doges. Il y a aussi un bel écrin, vous à êtes habitué l'extérieur. à des Non, cadres c'est vrai de que j'ai danse. eu des belles opportunités. Et par contre, je crois que l'opéra avait dansé à la Fenice, mais moi, j'ai pas encore eu l'occasion. En fait, j'étais pas sur cette production, donc parce qu'on est tellement, on fait des fois 2 ballets en même temps, donc on peut pas tout faire aussi. Et vous ne buvez pas d'alcool. Non, je n'aime pas ça, donc j'ai pas de mérite, mais tant mieux pour moi. Mais vous buvez, comment dire,
Du Coca Light. Alors Je l'ai dit, moi, je l'ai dit. d'ailleurs, maintenant c'est Coca Zéro. Mais honnêtement, j'ai beaucoup freiné. Je bois beaucoup plus d'eau parce que... Mais c'est horrible à dire quand j'y repense, mais il y a une époque, je ne buvais pas une goutte d'eau. Dans la journée, ce n'était que du Coca Light, quoi. C'est excessivement mauvais pour les os, pour les muscles. C'est pas bien du tout. Voilà, vous qui aimez le bio. Et voilà, là, mais pour on le s'en coup, rend compte après avec l'âge, peut-être, ou quand on rencontre des bienfaits, justement, si on mange plus sainement, si on boit plus d'eau et tout ça, parce qu'il m'est arrivé quelques pépins au niveau physique dans ma vie. Et j'espère que c'est fini. Bon. Mais là, maintenant, peut-être que j'ai atteint une certaine sérénité dans l'âme, je ne sais pas, puisque j'ai, entre guillemets, plus rien à prouver aussi depuis que je suis étoile. Même si finalement il faut bosser encore plus parce qu'on nous attend peut-être au tournant où il faut garder au moins le même niveau, si ce n'est plus. Et donc j'ai changé un petit peu d'attitude vis-à-vis de l'alimentation et maintenant je bois beaucoup d'eau. Et c'est vrai que j'en ressens les bienfaits. C'est important à dire parce que les jeunes, on s'en rend pas compte. Hein. Et donc si je peux les aider, parce que moi j'étais la première à mettre mes oreillettes, mes œillères et tout ça, et je dis mais moi je m'en fous, moi ça marche très bien comme ça. Mais finalement, c'est très important si on veut garder notre carcasse, notre temple, c'est plus joli, hein, temple avec l'âme dedans, voilà, pour pouvoir exercer longtemps. Peut-être pour la caféine aussi, peut-être. Ah, mais pareil, là, je ne bois plus qu'un café le matin. Avant, j'en buvais plein la journée, là, ça ne me dit plus rien du tout. Ben voilà, vous avez trouvé de l'énergie ailleurs que dans la caféine, c'est très bien. C'est merveilleux. Vous n'avez pas l'air d'en manquer en tout cas, donc tout va bien. Non, mais je suis corse quand même. Hein. Même si je fais la sieste, souvent. Il y a du tonus. On va finir avec une... Ça me donnera l'occasion de préciser une chose, c'est qu'avec les salaires de Radio France, je peux vous offrir des chaussures, car vous aimez des chaussures, mais les premières marques et pas les secondes. C'est-à-dire, vous aimez des Converse, ça, je peux vous les offrir. Ah non, ça c'est faux. Ah. Parce que les Converse, je ne peux pas mettre, c'est trop plat. Ça me fait mal au tendon, ouais. J'aime bien les tennis, mais il faut que ce soit souple et tout. Mais Converse, non, c'est très plat. La semelle, elle est toute plate comme ça, non. Ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas une C'est boulette faux. en même temps. Voilà. Il me fallait une boulette. Au moins une. Et Prada. Mais oui, en général, les chaussures italiennes, je trouve que même dans la mode italienne, c'est de très belles choses. Mais je suis très bien dans une paire de baskets. Hein. Bon. Vous vouliez faire passer un message aussi auprès de la direction de France Bleu ou... Oui, parce qu'avec ça y est, c'est fait, hein, d'accord. avec le salaire, la première, les baskets, c'est bon. J'ai bien compris. Pour être danseuse étoile, il faut maîtriser la danse à la perfection, vous l'avez compris, mais il faut savoir aussi jouer la comédie. Alors, j'ai fait une petite sélection de photos, on va les regarder ensemble. Et ce qui m'a frappé, c'est que j'ai pas vu des photos de danseuses, j'ai vu des photos d'actrices. De comédiennes. À commencer par celle-là. Hein. Ça pourrait être une photo d'une star des années 50. Ça, c'est le cinéma. Vous parlez de Viviane tout à l'heure. C'est du ballet Les Enfants du Paradis. C'était Arletty dans Les Enfants du Paradis. Voilà, quand on voit à l'image, ça c'est Manon. Dans différents rôles et dans différents personnages, c'est pas la danseuse qu'on voit. C'est l'actrice. Il y a l'expression sur le visage, il y a les costumes, etc. Justement, cette partie-là de comédie, comment ça se travaille ? Je pense que, juste pour résumer, je pense que ce qui a fait ma force et ce qui m'a en fait permis d'accéder aussi au rang d'étoile. Parce que je suis plus une artiste née qu'une technicienne, on va dire. Donc pour moi, danser, ce ne serait pas juste, interpréter juste des pas pour faire des pas, de la technique. Pour moi, la danse était au service aussi du théâtre et je dois amener, faire parler mon âme, mon cœur, transmettre des émotions. Ouais, c'est difficile parce qu'il n'y a que le corps qui parle, mais comment vous préparez un rôle justement? Est-ce que vous essayez de vous mettre dans la peau d'un personnage? Oui, quand même, ça dépend des ballets. Je fais des recherches. Hein. En général, il y a des choses qui sont faciles. Là, en ce moment, on est en plein dans Les Enfants du Paradis, on va partir au Japon dans très peu de temps. Donc, on avait le merveilleux film avec Arletty, donc j'ai lu, j'ai fait beaucoup de recherches. Après, il faut adapter en fonction de son physique aussi, parce que je suis pas Arletty. Mais on peut reprendre des intentions, tout ça. Manon, pareil, Roméo et Juliette, quand même, il y a pas mal de choses qui restent, des films, des livres. Donc ça, c'est assez facile. Pour René Guine, bon, c'était un peu plus difficile. Mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est quand je peux m'appuyer sur des vidéos qui ont existé. Parce que quand on fait des créations, par exemple pour Les Enfants du Paradis, c'était une création faite sur moi, donc j'avais pas d'appui vidéo. Je pouvais pas du tout visualiser le ballet terminé et après moi, avec le canevas que j'avais vu, un peu broder mon personnage autour, me l'approprier en fait. Donc quand c'est une création, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Mais sinon, en fait, bon, principalement, une fois que moi j'ai fait mon schéma et j'ai
créer mon personnage, je me laisse beaucoup porter par la musique. C'est pour ça, d'où le rôle important de la musique. Et si on peut se laisser aller, se laisser vibrer, se laisser pénétrer par cette musique, et finalement, au bout d'un moment, quand la technique devient intuitive à force de répétition et d'acharnement, tout ça, je veux dire, on peut se laisser libérer et on va pouvoir ne penser qu'à ce personnage. Combien de fois, moi j'ai une de mes coachs qui s'appelle Clotilde Vaillé, et que dès qu'il y avait une difficulté dans la technique, dans une variation ou quoi que ce soit, elle me disait mais pense à l'histoire. Et c'est vrai que tout d'un coup on n'est jamais vraiment seul en scène. Il y a toujours quelque chose, il y a un personnage. Et c'est comme si on parle, on n'a pas le langage, on n'a pas le droit à la parole, mais on peut l'exprimer autrement, ou par un regard, ou par une intention, ou quoi que ce soit. Et c'est magnifique. Donc c'est vrai que le fait de penser toujours qu'il y a cette histoire, de parler, d'essayer d'exprimer ce qu'on veut, et vraiment il faut se laisser libérer. Vous n'avez pas envie justement un jour de passer encore dans un autre domaine, et pourquoi pas sur du théâtre? Ça vous a jamais effleuré honnêtement, je préférais peut-être le tout cinéma que le théâtre, je sais pas. Je suis pas fan de ma voix, le problème c'est ça, mais bon. Bon, personne n'aime sa voix et son physique en radio et en télévision, hein, je vous rassure. Enfin si, j'en connais un ou deux quand même, enfin bon, ça c'est des cas spéciaux. Oui, il dit ça parce que j'ai un corps de rêve. Voilà, c'est un ça. corps de danseur. Il en a fait des jaloux, il en a fait. On va vous regarder justement un petit extrait dans un des rôles, là c'est Roméo et Juliette, adapté, vous avez interprété bien sûr. On va regarder un petit extrait. Voilà, c'est ça que je trouve fascinant, parce qu'effectivement, il y a toute la chorégraphie qu'il faut continuer d'assurer et d'assumer, et en même temps faire passer l'émotion. On le voit très bien sur cet extrait, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, vous le disiez, par l'expression du visage aussi. Oui, tout à fait. Donc là, en fait, je résume vite, musique de Prokofiev, Roméo et Juliette, fin du deuxième acte, et c'est la mort de Tybalt, mon frère, donc je suis ravagée, puisque j'apprends que c'est Roméo qui l'a tué. Donc évidemment, je pense que il vous arrive ça dans la vraie vie, vous n'allez pas y aller les mains ballantes, non? Ouais, il y a tous vos tripes qui vont sortir, parce que c'est quand même horrible. C'est assez fascinant justement de voir ce qu'on peut faire passer justement à travers une chorégraphie. Oui, mais il y a du travail quand même derrière tout ça. Bah, ça j'imagine bien. Oui. Parce que tout est codifié. Codifié, oui. Hein, je veux dire, en général, tel geste sur tel temps musical, donc des fois on a quelques libertés, mais on fait attention. Et après, on s'approprie, comme je vous dis, le personnage, le moment présent, quoi. Et je veux dire, et chaque soir, on l'interprète un peu différemment, même si on a toujours notre base. Ça s'appelle le spectacle vivant. C'est aussi ça, en plus en communion aussi avec le public. Allez, sans transition, on va passer tout de suite au premier regard de l'émission. Un regard signé Sandra Alphonse qui va vous concerner et vous intéresser certainement. Oui, alors cette année, vous le savez, l'école de danse de l'Opéra de Paris fête ses 300 ans d'existence. Cet anniversaire, marqué le mois dernier par de très nombreux événements, galas et événements de prestige, est l'occasion de rappeler l'origine et la vocation de cet outil de formation hors du commun, qui est aussi la plus ancienne école de danse du monde occidental. Alors un peu d'histoire d'abord. C'est le roi Louis XIV qui décide, en 1661, de créer une académie royale de danse, suivie en 1713 par la création de l'école de danse proprement dite, le premier corps de ballet professionnel. En effet, l'art de la danse, jusqu'alors cantonné au divertissement, devient un véritable métier avec ses codes et ses devoirs. L'évolution de cette école de danse mondialement célèbre fixera d'ailleurs les canons de la danse académique classique sur le plan international. C'est pour ça qu'elle est si enviée et souvent tellement imitée. Élégance, technique irréprochable, exigence et simplicité composent toujours cet art de la danse à la française qui est devenu en quelque sorte une marque de fabrique. Aujourd'hui, 300 ans plus tard, la vocation initiale de l'école n'a pas changé. Elle a
pour mission de former les danseurs du ballet et d'assurer la formation professionnelle des danseurs, comme le précisent d'ailleurs très clairement ces statuts. Chaque année, ce sont environ 400 candidats qui se présentent à l'examen d'entrée, 2 fois plus de filles que de garçons d'ailleurs, pour une trentaine de places dans l'école. Cet examen d'entrée est passé à l'issue d'un stage. Il en existe 2 types selon l'âge du candidat. L'un de 6 mois pour les filles et garçons entre 8 et 11 ans, l'autre d'1 an pour les filles et garçons entre 11 et 13 ans. Le tout assorti de critères très stricts concernant la taille et le poids. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même important. Au-delà de l'âge de 13 ans et jusqu'à l'âge de 17 ans, d'autres filières d'admission existent, comme par exemple celle ouverte aux titulaires d'un diplôme des conservatoires nationaux supérieurs. Ça a été votre cas, vous nous en avez parlé tout à l'heure. À l'issue de cet enseignement très strict et très complet, les petits rats peuvent intégrer, pour 2 à 5 d'entre eux environ, le ballet de l'opéra et devenir tour à tour coryphée, sujet, premier danseur ou étoile. C'est l'aboutissement ultime. Le ballet de l'Opéra de Paris compte actuellement 19 étoiles, 10 femmes et 9 hommes. Il y a aujourd'hui au total 292 danseurs à l'Opéra de Paris, 154 dans le ballet, incluant les 19 étoiles, dont je ne me suis pas trompée, et 138 à l'école, perpétuant ainsi la réputation d'un enseignement séculaire dont les fondamentaux, parmi lesquels le fameux travail à la barre, on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec vous, permettent d'aborder tous les genres chorégraphiques, des plus classiques aux plus contemporains. Je pense que c'est ça la principale force de la qualité de cet enseignement, c'est-à-dire qu'à partir de cette codification, on arrive à quelque chose d'adaptable à tous les styles. Voilà. Alors, depuis 1987, l'école de danse, jusqu'alors logée dans les locaux historiques du Palais Garnier, dispose d'un bâtiment flambant neuf à Nanterre. Cette bulle ultramoderne leur offre des conditions de vie et de travail optimales. On est assez loin d'ailleurs de l'image stéréotypée du petit rat vivant son apprentissage dans la souffrance et dans le sacrifice, même si les notions de rigueur et de discipline restent fondamentales. Alors là, nous allons avoir un petit sujet qui va nous montrer quelques images de l'école et justement nous faire entendre la parole de ces petits rats d'aujourd'hui. Cette maturité, c'est à leur école qu'ils l'ont acquise. Une école unique au monde. Garçons comme filles, on y entre sur examen et on y reste environ 6 ans. La discipline est implacable. Plus d'accent dans les dégagés. Cours scolaire le matin, enseignement artistique l'après-midi. Aucun moment ou presque pour souffler. Mais personne ne se plaint. Certains jours, vous vous dites pas que vous auriez préféré jouer à la Game Boy? Non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai d'autres loisirs aussi. Quand je rentre chez moi, je fais pas que de la danse. Je fais comme les enfants normaux aussi. De temps en temps, le week-end, je fais un peu autre chose pour me changer les idées, mais ça reste la danse le plus important. Allez les gars! Car le rêve de tous ces élèves est d'intégrer un jour le ballet de l'Opéra de Paris pour y devenir étoile, bien sûr. Et pour ça, ils sont prêts à tous les sacrifices. C'est beaucoup de plaisir aussi. Vous savez, la danse, c'est une passion. Donc, c'est pas un problème de travail. Alors là, nous venons d'entendre Claude Bessy, qui est l'ancienne directrice. Et qui était la mienne. Qui a été la vôtre. Ouais. Et actuellement, c'est Elisabeth Platel. La petite mère. Voilà, qui dirige l'école de danse de l'Opéra. Alors, vous êtes passé par cette formidable institution, vénérable institution. Et au-delà de la technique, au niveau de la danse proprement dite, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement sur le plan général? Parce que c'est aussi structurant d'un point de vue psychologique et d'un point de vue personnel. Ça peut permettre d'ouvrir d'autres pistes. Ceux qui sortent de l'école sans être nécessairement étoiles ont aussi un bon bagage. Hein. Voilà. Ouais. Mais écoutez, moi j'ai été ravie. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont des séquelles, entre guillemets, de leurs années passées à Nanterre, parce qu'il y a une discipline assez rigoureuse, on va dire. Mais je trouve ça totalement légitime et normal. Mais moi, j'étais encore dans ma bulle. Je côtoyais, à mon époque, l'internat était obligatoire. Maintenant, on a le choix. Soit on est interne parce qu'on habite trop loin, soit on peut juste repartir, être externe. Donc. Mais moi, j'ai adoré l'internat, côtoyer les danseurs, toujours vivre dans ce monde qui était un peu un monde imaginaire, même si c'est réel, mais vous voyez. Et vraiment, c'était un rêve déjà qui aboutissait. J'avais ouvert une porte, j'entrais à l'école de danse de l'Opéra de Paris. C'était un premier pas, vous voyez. Donc moi,
J'étais quand même très bien élevée, très bien éduquée, heureusement, merci. Donc ces deux disciplines ne m'ont pas à outrance déstabilisée ou choquée. Mais je confirme que si on veut être danseuse de haut niveau, il faut, dès le très jeune âge quand même, adhérer à cette discipline, à cette rigoureuse discipline, parce que c'est pas un métier facile du tout. C'est important de le dire. Ce que vous voyez, vous, le résultat final en scène, vous voyez pas l'envers du décor. Les heures de répétition, des fois les humeurs, les traits d'humeur des chorégraphes, ou les pieds en sang, ou les dos fatigués, ou tout ça. Enfin, c'est énorme. Et encore, quand on est à l'opéra, on est sécurisé. On est là jusqu'à la fin de notre carrière. Mais ceux, comme vous dites, ceux qui étaient en première division et qui n'ont pas la chance parce qu'il y a soit ça varie entre 2 et 5 postes, ça dépend. Donc il y en a quand même, ils sont une dizaine dans la classe. Donc ils doivent bien en rester 15 sur le carreau. S'ils n'ont pas l'âge pour redoubler, ils doivent courir les compagnies. Les compagnies, s'ils ont la chance d'être engagés, sont des contrats peut-être d'1 an, à renouveler ou pas. Donc vous voyez combien j'en connais qui n'arrêtent pas de courir les auditions. Et que finalement, je veux dire, des fois, ils acceptent pour 3 mois des postes. Enfin, c'est triste, hein. Nous, on ne s'en rend pas compte parce que finalement, on est bien lotis à l'opéra. Hein. Oui, en fait, on voit cette image féerique. Moi, je pense aux petites filles qui sont en train de nous regarder et qui ont les yeux pleins d'étoiles, c'est le cas de dire. Il faut leur expliquer que... Ça reste sexiste, la danse. Hein. Vous venez de dire les petites filles qui nous regardent. Et les petits garçons, bien entendu. Tout à l'heure, vous soulignez le fait qu'il n'y avait pas assez de garçons. C'est-à-dire que force est de constater qu'il y a 2 fois plus de filles que de garçons. Ce sont les statistiques qui veulent devenir... Forcément, ils entendent des femmes sur un plateau dire c'est pour les petites filles. En même temps, on a tous en tête des images de danseurs fantastiques. On a parlé de Baryshnikov, évidemment, Rudolf Nureyev. Bon, ça n'est pas... c'est des garçons qui réussissent très très bien et les personnalités émergentes de la danse ne sont pas forcément automatiquement toujours des femmes. Mais dans le quotidien, d'ailleurs, c'est aussi une question d'éducation, Laurent. On pousse plus facilement les petites filles à aller faire de la danse qu'une autre discipline. Donc, quelque part, c'est inscrit aussi dans... Il faut que le petit garçon veuille bien mettre le collant. Voilà. Ça, par contre, il faut bien de faire évoluer ça, quand même. Non, c'est pas... Honnêtement, bon, ce que j'en dis en même temps... Pardon ? Un survêt un peu large, un peu sympa. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je voulais vous poser une autre question. Quel rapport avez-vous, justement, avec ces enfants qui sont à l'école de danse ? Est-ce que vous les côtoyez ? Est-ce qu'il y a un système de parrainage Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure qu'Elisabeth Platel était ma petite mère et Eric Vuer, mon petit père, qui est le directeur de l'Opéra de Nice. Moi, j'ai des petits-enfants aussi. C'est-à-dire que c'est une sorte de parrainage. On va s'occuper d'eux. Donc, c'est eux qui nous demandent. C'est pas nous qui les choisissons. Donc, ils viennent vers vous. Là, dernièrement, justement, pour le tricentenaire, il y avait le défilé. C'est dommage que vous n'ayez pas eu d'image parce que c'est magnifique. On ouvre le grand foyer à l'Opéra Garnier. Et de la plus petite de l'école de danse qui va arriver en premier en tête. Après, tu as toutes les divisions, tous les âges jusqu'aux danseurs étoiles. Toutes les filles d'abord, après tous les garçons. Donc, les 200 et quelques, vous disiez 232, je ne sais quoi, qui défilent. Et c'est merveilleux. Donc là, j'en ai encore eu 2 qui m'ont demandé. Alors, ils sont tout mignons, ils sont tout petits en général. S'il vous plaît, vous voulez pas être ma petite mère? Alors, ils ont peur, évidemment. Elle est là. On le sent parce que. Elle va lui dire, mais vas-y. C'est marrant. Donc, alors, par contre, je suis obligée de demander. Alors, tu me donnes ton nom, ta photo, parce que comme on les croise pas tant que ça, il y en a tellement. Mais oui, moi, j'en ai. Et je les adore. Ils sont adorables. Les enfants. Et puis même quand on est, vous le disiez, quand on est étoile, on continue de travailler et on est même sollicité des fois. Alors c'est une initiative plutôt sympa, ça. C'est un DVD qui s'appelle Sur les pointes avec une étoile. Vous, donc Isabelle Chérard, voilà, un masterclass d'Audrey Clem. Audrey. Excusez-moi. Audrey, ça lui va bien aussi en même temps. Pourquoi pas? André Clem, justement. On va le voir à l'image avec ce teaser. Vous allez raconter un peu l'histoire de ce DVD.
Sylvain Durand. Et donc, masterclass d'Andrei Clem. Ça va, là j'ai bon pour le coup. Mais alors là, pour le coup, ça ne s'adresse pas forcément seulement aux danseurs, parce que pour moi, c'est un vrai spectacle. Hein. J'ai regardé des images du DVD. Non, c'est vrai, déjà c'est très bien filmé, je trouve. Et c'est plus qu'une leçon, c'est aussi un spectacle. Mais c'est destiné à qui là? Bon, c'est un public. C'est grand public ou c'est vraiment spécifique au départ, c'est fait pour les danseurs? Je pense quand même. Je pense qu'il y a un intérêt. En général, moi, dès qu'il y a un DVD qui sort avec une danseuse réputée, je vais l'acheter parce que je vais voir. Justement, ça nous permet un petit peu de trifouiller, de copier, de chercher et de prendre ce qu'on a envie d'elle. Là, en général, oui, a priori, c'est pour les danseuses parce que c'est un cours sur pointe. Ou pour les professeurs aussi, peut-être qu'ils veulent voir les exercices que montre Andrei. Mais moi, je tiens juste à préciser que je suis l'élève, mais c'est Isabelle Sciarvola. C'est-à-dire que je ne suis pas trop, malheureusement, disciplinaire là-dedans. J'ai plutôt dansé comme j'avais envie de le faire. Donc j'y ai mis en cours, on n'est pas tout aussi artiste, on va dire, on est plus concentré. Mais là, j'ai quand même voulu le faire comme j'étais sur scène et qu'il y avait quand même un public qui me regardait, même si ça reste une classe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas scolaire, on va dire. La preuve, c'est que ça a marché, puisque je vous l'ai dit. Quand je l'ai regardé, voilà. j'ai dit, pour ça que ça s'adresse, pour moi, ça peut s'adresser vraiment au grand public. Toi, je vais vous faire dire qu'effectivement, bon, il faut connaître la danse, et ça peut forcément intéresser et surtout attirer l'attention des danseurs, des danseuses et des chorégraphes. Aussi parce que ce sont des créations spéciales. Mais ça peut se regarder aussi comme un petit spectacle intimiste. Voilà, je trouve que c'est plutôt réussi. Voilà. C'était juste pour le dire qu'on l'a passé. Vous êtes contente, ça vous va? Très bien. Bon, alors vous restez avec nous parce que c'est l'heure du sujet du jour. Et pour le sujet du jour, alors ce soir, ça va être exceptionnel. Je ne vais pas le lancer, le sujet. Je vais juste vous inviter, Isabelle, à le regarder parce que c'est un sujet juste pour vous, spécialement pour vous. Regardez et écoutez surtout. Christian, le père de la danseuse étoile Isabelle Sciarvola, est facteur-accordeur de piano à Ajaccio. Dans sa boutique, il accorde, répare et restaure ses instruments qui l'ont bercé dès sa plus tendre enfance. Car cela fait 4 générations que dans la famille de Christian, on se transmet ce métier dans la tradition de l'artisanat d'art. Le magasin a été fondé en 1904. Mes grands-parents sont morts. Mon grand-père en 1956, moi j'étais encore très jeune, mais on a toujours été baignés dans la musique. Bon, ils étaient tous musiciens. Par contre, ma grand-mère, qui n'était pas corse, qui était lyonnaise, avait fait le conservatoire, et ma mère, l'école normale de Paris. Mais je voyais tellement de pianos chez moi, de tous les côtés. Il faut bien penser que dans les années 60, pas beaucoup de monde faisait du piano. Tout le monde s'était mis à la guitare électrique, et même moi, plus ou moins, le piano, c'était pas très bien vu. C'était dans les familles bourgeoises et tout ça. Et puis après, je vous dis, après les années, quand je suis revenu de mon séisme militaire, donc en 63, le piano avait commencé à reprendre. Et donc, on vendait de plus en plus de pianos. Et il fallait un technicien. Mes parents commençaient à être âgés. Et donc, là, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Et puis Christian rencontra Paulette il y a plus de 46 ans. À l'époque surveillante dans les écoles, Paulette était aussi passionnée par la musique. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la danse. Mes grands-parents au village possédaient un dancing. Donc tous les gens du village et des villages environnants venaient et tous les soirs je dansais. Dès que c'était la folie, j'étais heureuse, tout plein, on dansait naturellement. Bon, évidemment, on dansait la valse, le tango, les danses de l'époque. Hein. On dansait, on chantait, et puis on jouait, c'était vraiment convivial, c'était merveilleux. Toutes mes vacances étaient bercées par la musique et la danse. Le soir, on attendait ça. Hein. Et puis, voilà, après, avec ma fille, je me suis passionnée avec elle. Après, je suis partie avec elle en stage, donc j'étais d'autant plus passionnée, ça me plaisait, c'était un monde qui était magique. Elle était exceptionnelle, son travail, cette passion, cette sensibilité. Quand elle danse, elle habille toujours le geste d'un sentiment. C'était quelque chose de fabuleux, une aventure merveilleuse. Et chaque fois, quand elle allait en cours, je la regardais très exigeante d'elle-même,
très critique. Et puis c'était beau après quand je la voyais évoluer, la larme à l'œil, évidemment, quand j'allais aux représentations, à l'opéra et autres. Et je suis toujours aussi émue. Hein. Quand on est à l'Opéra de Paris, que le décor, le monde, et que vous voyez votre fille qui arrive seule ou avec un danseur, mais vous avez la larme à l'œil, c'est obligé. Heureusement qu'on ne connaît personne, hein, parce que si c'était Ajaccio, les gens se retourneraient. Mais là, ah oui, moi j'avais la larme à l'œil. On a la larme à l'œil, à chaque fois, hein, même maintenant, quand on la voit dans les rôles, moi, et puis elle est devenue comédienne, que j'aurais jamais cru qu'elle soit comme ça. Ça, c'est vrai. Hein. Jouer des rôles de Manon ou quoi, ça me faisait quelque chose de la voir traîner par terre et tout. Tragédienne. C'était extraordinaire. Quand j'entends les gens applaudir, je dis c'est ma fille, c'est votre fille. Ah oui, les gens. C'est être fier, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et je puis dis, vous lui ressemblez. Ma fille. Et oui, la ressemblance, ça. oui. Ça, ils le disent toujours, elle vous ressemble. Voilà. Même les maîtres ballets, c'est quand elle est sur scène, on voit, quand j'étais plus jeune, hein, évidemment, parce que là, oui. Mais quand elle a fini le ballet, qu'elle regagne la sortie après être passée dans sa loge, il y a énormément de gens qui l'attendent avec des inconnus. Ah oui, à la sortie. Des bouquets de fleurs énormes, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont... C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, je vais vous amener dans un lieu que ma fille affectionne particulièrement. Oh là là. Alors là, Isabelle, quand elle verra ça, ah, les îles sanguinaires, hein. Ouais, la promenade, elle adore ce lieu, elle adore ce lieu. Quand j'étais allée à Paris, j'ai vu l'opéra, j'ai dit ça sera la maison de ma fille. Il y aura son nom en grand, il y aura son affiche. En effet, là, des derniers temps, elle était affichée en banderole sur toute la façade de l'opéra. Et c'est ma fille aînée qui se trouvait dans la salle qui avait enclenché son téléphone. J'ai entendu les ovations du public et elle m'a dit « Isabelle est nommée étoile ». J'ai pleuré et avec mon mari, j'ai ouvert une bouteille de champagne. J'ai dit on va trinquer pour Isabelle et après j'ai informé la famille et tous les gens. C'était fabuleux, je crois que ça a été l'une des plus grandes joies de ma vie. Hein. On est quand même assez loin l'un de l'autre, mais on pense constamment à elle, elle est toujours parmi nous, même si elle est à 1000 kilomètres. Isabelle, à Movidioulet la gare, je t'aime, ta petite maman qui t'aime. Je crois que voilà, c'était le président et la présidente du fan club d'Isabelle Charra, voilà. Belle surprise, en tout cas je les remercie, je vous remercie parce que là, rien n'avait filtré, j'étais pas du tout au courant, donc là... Alors, vous savez quoi, avec Colomba Casanova qui a signé le sujet, on a dit, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de sujets sur Isabelle Charra, voilà. Et je dis, ce qui serait bien, c'est qu'on parle de ses parents. Voilà. Donc, elle a essayé au début de parler de vos parents. Si, vous avez vu qu'au début, on parle d'eux. Ouais. Hein, le facteur de piano, le magasin, ça etc. dévie sur moi. Et très vite, ça revient vers vous. Ce sont vraiment des fans. Et vous le disiez tout à l'heure, ils vous ont vraiment soutenu tout au long de votre apprentissage et maintenant de votre carrière. Je les en remercie parce que combien de danseuses sont frustrées de ne pas pouvoir en faire carrière parce que les parents ont décidé que non, ils ne voulaient pas faire de sacrifice et ils n'avaient pas envie qu'ils fassent de la danse. Moi, ils m'ont laissé cette porte ouverte. Il y a la peur de l'avenir aussi. Ça peut se comprendre aussi. Et ce sont quand même des sacrifices aussi. Des sacrifices et peur de l'avenir. Il ne faut pas renier que la danse coûte cher. Bon, maintenant, je suis à l'opéra, c'est différent. Je veux dire, on me fournit les pointes, les tuniques, tout ça. Mais quand j'étais au conservatoire, vous savez combien ça coûte une paire de pointes ? Moi, je ne sais plus maintenant. Et surtout qu'on en use. C'est très cher. Surtout qu'on en use aussi. C'est très cher, les cours particuliers. Je veux dire, mais ce qu'on sent surtout, en effet, pour rejoindre Laurent, c'est la confiance extraordinaire. Notamment votre mère, elle dit, j'ai toujours su qu'un jour l'opéra, ce serait sa maison. Ouais, c'est génial. Donc, ils avaient certainement une confiance qui fait je pense qu'ils voyaient que j'étais vraiment travailleuse, honnête. Des tas de choses. Oui. Mais du talent, je pense aussi, Isabelle. Aussi. Même si c'est des parents qui peuvent être aveuglés par un amour, ben voilà. Non, mais j'avais du talent, mais ça ne suffit pas le talent au départ. Parce que j'avais quand même quelques années à rattraper. Hein. Je suis partie tard.
Et ici, j'en faisais à raison quoi, d'1 ou 2 fois par semaine. J'avais quand même du retard à rattraper, mais c'est pour ça que j'ai dû prendre. fait. Vous êtes déjà posé la question, et si ça n'avait pas marché, vous auriez fait quoi? Non, pas du tout. Jamais? Et moi, je me projette pas trop dans l'avenir, en fait. J'aime pas trop. Est-ce qu'il y a une autre carrière que vous auriez embrassée? Le chant, j'aurais bien aimé, mais alors la voix de casserole. Maintenant, j'ai mué, on dirait. Mais vous avez belle votre voix. Pourquoi vous dites Non, mais c'est marrant. Quand je m'entends, c'est la future Calas. Il y a quelque chose de la Calas. Mais quand j'étais au conservatoire et on avait des UV à passer de chant, de solfège et tout ça, et j'avais tiré au sort la Traviata, j'ai eu 19 sur 20. Je chantais, j'étais d'une justesse. Je vous dis pas. Mais maintenant, je regrette parce que j'aimerais reprendre des cours de chant. Et en fait, j'hésite un petit peu. Mais pour moi, hein, pour faire travailler l'organe, c'est très bien. Un autre moyen d'expression. Je veux pas en faire carrière, loin de là. Ça aurait été de la scène de toute façon, alors? Ah, ben... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a connu la scène, moi... Maintenant, je ne sais pas si je n'avais pas connu la scène, mais c'est difficile de s'en détacher. Hein. Donc, comme vous ne vous projetez pas, donc, la seconde carrière d'Isabelle Charavola, ce serait quoi alors? Toujours dans la danse? Si je n'avais pas été danseuse? Non, c'est la deuxième carrière. Oui, je reste dans le milieu artistique de la danse, de toute façon. Là, je donne depuis bien 3 ans, j'ai commencé à enseigner. Donc là, moi, je suis à la retraite dans 1 an. À la retraite? Oui. À 42 ans, on a une retraite obligatoire. On doit laisser notre place pour une future étoile. Ça ne veut pas dire arrêter de danser? Non, écoutez, tant que mon corps me le permettra, je vais continuer à parcourir le monde dans certaines compagnies, faire des galas et tout ça. Donc moi, pour l'instant, voilà. Plus je peux rester sur scène et m'extérioriser. C'est une deuxième vie, vous voyez, il y a la vie réelle et la vie fictive un petit peu. Et parallèlement, je commence à enseigner pas mal. Je suis invitée, j'ai enseigné déjà en Australie quand on est allé. Au Japon, j'y retourne. Vous voyez, ça va vite. Hein. Ce sont des types de masterclass, c'est pas un enseignement, vous suivez des élèves, mais vous ce sont des stages en quelque sorte. Voilà, vous ferez ça ensuite, vous suivrez peut-être des élèves un peu plus longtemps. Oui, j'aimerais bien peut-être. C'est plus facile de les suivre longtemps. Parce qu'on peut bien les façonner, les modeler, leur transmettre. Transmettre le savoir, c'est intéressant. Justement, le corps. Oui. On revient au corps. Quelles sont les parties du corps qui souffrent? Parce qu'on a l'impression vraiment que... bon, même si je vous ai vu arriver à la télé, ici, vous avez une démarche aérienne. Moi, derrière, c'était la planète des singes, quand même, hein, derrière, il faut quand même le dire. Bon, mais je cheminais à côté de vous, voilà. Mais quelles sont les parties du corps qui souffrent? Qu'est-ce qui reste de toutes ces années de danse? Parce que ce sont des meurtrissures. C'est pas naturel de marcher sur des pointes. Mais non, mais la danse n'est pas naturelle, de toute façon. Vous voyez bien, quand on est... Tout le monde marche comme ça, normalement. Là, on doit nous mettre complètement à l'opposé, presque. Je veux dire, on doit travailler les os, tout mettre dans l'autre sens, les cambrés, l'ouverture, l'en dehors, les pieds, même les pieds, on est habitué à marcher à plat, on doit complètement forcer l'inverse. Donc oui, mais honnêtement, on a mal partout. On a mal partout. Quand c'est pas le dos, ce sont les genoux, les chevilles, et on n'en parle pas beaucoup des accidents, mais il y a beaucoup des accidents relativement graves. Hein. Moi, je me suis déboîtée 6 fois les genoux quand même, c'est pas rien. Vous voyez, luxation. D'ailleurs, je revenais sur Roméo et Juliette parce que c'était un ballet que je voulais faire quand vous parliez d'interprétation et de côté artistique. Il y a certains ballets qui me motivent juste pour faire certaines scènes ou passages. Par exemple, dans Roméo et Juliette, je voulais faire, vous ne l'avez pas passé malheureusement l'extrait, la mort de Juliette. Vous voyez, quand elle se réveille, la musique est tellement merveilleuse et cette scène d'action, elle est, mais c'est intense à vivre. Vous voyez, on est complètement vidé à la fin. Et donc, il y a certains ballets où je me force à les faire uniquement pour un passage. Dans Gisèle, c'est la folie de Gisèle, par exemple. Dans Manon, c'était le dernier pas de deux que je trouve, mais d'une merveille absolue. Et je ne sais plus pourquoi. Et le lendemain, vous êtes chez l'ostéo. Oui, l'ostéopathe fait partie, pas de notre quotidien quand même, mais de notre vie de danseuse. Et les massages, je me fais énormément masser. Au moins tous les 2 jours. Je disais au début que c'était sportif de haut niveau. Ah ouais, non. Oui, on n'est pas pris en charge comme les sportifs de haut niveau, symptômes. Malheureusement. Ouais. Je pense à un film, enfin j'ai une petite curiosité, on a vu des images de danse et du coup il y a un film qui récemment avait été hyper oscarisé et qui montre Black Swan, exactement, qui montre la face un peu noire. Alors psychologiquement évidemment c'est un personnage hyper torturé, mais on voit aussi justement un peu des fois les détresses physiques, on voit qu'elle se blesse à un moment donné. Mais c'est quand même caricaturé. Qu'est-ce que ça vous a donné? Voilà, je voulais savoir votre sentiment sur ce film. Nathalie Portman est très belle, il y a des scènes magnifiques, il y a des scènes aussi D'ailleurs il y a notre fantastiques. directeur
dans le film, Benjamin Alors, Millepied. racontez-moi un peu votre regard sur ce type de film qui s'adressait à un très large public. Et voilà, écoutez, moi, si je le regarde en tant que danseuse, voilà, tous les danseurs vont vous dire, c'est complètement la caricature totale de la danse avec les anorexiques. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il est sorti il y a bien 3 ans. Ça doit faire 3-4 ans, oui. Donc il y avait l'anorexie, les clous dans les pointes, non mais des trucs improbables. Une espèce de schizophrénie quand même du personnage. Même s'il y a cette compétition qui existe quotidiennement et qui nourrit aussi. C'est pas malsain, il ne faut pas que ça soit malsain. Mais ça doit nourrir justement notre appétit d'aller de l'avant, de progresser, de chercher, d'aller toujours plus loin. Parce que sinon, je fais 2 tours, j'ai fait ça, c'est bon, stop. Mais si on voit que l'autre, ça, elle le fait mieux que moi, attends, je vais travailler encore mieux, ou je vais essayer de faire autre chose mieux qu'elle, justement, c'est pas de la jalousie, c'est une saine émulation, donc. Exactement. Il y a quand même un peu de jalousie, parfois. Ça doit arriver. Des fois, ça c'est la nature humaine, malheureusement. Mais je le recommande pas parce que des fois, ça nous mène pas loin. Vous avez bien raison. Ça va nous amener au deuxième regard. Il est signé Marie-Jo, tout de suite. Et on continue à parler art avec vous. Oui, avec un lieu que vous côtoyez quand même régulièrement, que vous visitez presque tous les jours, on peut le dire, et qui est un lieu mythique. C'est le Palais Garnier, Opéra National de Paris. Votre deuxième maison. On a appris maintenant d'ailleurs que c'était votre maison grâce à votre maman. Alors, c'est un bâtiment que l'on n'oublie pas facilement. Il est magnifique, quand même somptueux, imposant. Il est long de 172 mètres, large de 124 mètres, et c'est l'un des plus vastes, peut-être même le plus vaste théâtre lyrique d'Europe. Il peut accueillir jusqu'à 2000 spectateurs. C'est un établissement que tout le monde connaît, enfin au moins en photo, qui est posé dans le 9e arrondissement, sur la place de l'Opéra évidemment, et que l'on doit en fait aux grandes périodes de transformation de Paris de Napoléon III, parce qu'on revient toujours à la Corse à un moment ou à un autre, par Napoléon III cette fois-ci. Et puis évidemment le préfet Haussmann, à qui l'on doit évidemment la destruction du vieux Paris, mais aussi la construction de ce Paris avec ses très très beaux immeubles. Donc voilà, on a perdu quelque chose, mais on a gagné quelque chose avec Haussmann aussi. Donc c'est une réalisation du Second Empire qui est dans un style architectural qui est quand même assez étonnant, carrément hétéroclite, c'est vraiment difficile à classer. Et on doit ça à Charles Garnier, qui est un architecte français, qui est extrêmement talentueux, qui est né en 1825. Et qui a été le premier Grand Prix de Rome d'architecture en 1848. Là, je vous fais passer un siècle, ça va pas du tout. En 1848, premier Grand Prix de Rome d'architecture. Voilà, on lui doit, pour ceux qui connaissent, le casino et l'établissement thermal de Vittel. On lui doit le casino de Monte-Carlo. On lui doit aussi l'observatoire astronomique du Mont-Gros à Nice, qui est particulièrement intéressant parce qu'il a travaillé avec Gustave Eiffel. Il avait aussi une grande curiosité pour la technique qu'Eiffel avait mise au point. Alors, en 1860, un concours est lancé. Garnier répond, il est choisi en 61. Il commence à faire aussi un grand tour des salles européennes pour voir les problèmes, moins d'architecture, il est déjà architecte, mais d'acoustique, il y a quand même des problèmes de plateau technique, enfin il y a des choses qu'il faut considérer dans une salle de spectacle, c'est pas une architecture anodine. Et puis commencent les travaux. Alors le terrain est vraiment un terrain très compliqué, ça se passe mal au début, il y a une nappe phréatique, il faut la sécher en plus de 7 mois, le terrain est vraiment assez... Oui, vous étiez sur une nappe phréatique. Et puis donc il faut tout consolider, les travaux prennent beaucoup de retard, et finalement c'est une bonne chose, parce que Garnier s'aperçoit que les autres architectures, puisque tout ce quartier est refait en fait, sont beaucoup plus hautes et que finalement l'harmonie ne serait pas aussi belle qu'il avait imaginé. Donc il a le temps de rehausser en fait son bâtiment et donc d'en faire ce que l'opéra va être maintenant. Alors la façade est dévoilée dès 1800, j'ai du mal avec le 19e siècle, dès 1867 en fait. Et, on ne verra qu'en 1830. Mais c'est encore une coquille vide, c'est encore une coquille vide, il y a encore beaucoup à faire à l'intérieur. Et c'est en 70 que les travaux vont s'arrêter parce qu'il y a la guerre de 70, la fameuse. Et non, excusez-moi. Et puis la commune ensuite. Nabila sort de ce corps. Celle-ci a existé. Vous allez me le faire toutes les semaines. Non mais allô quoi. C'est fini, oui. Alors les travaux finissent par reprendre bien sûr et surtout ils sont accélérés en 1873 parce qu'il y a l'incendie de l'opéra de la rue Le Pelletier qui crée évidemment un manque sur Paris. Il est inauguré finalement en 1875 par le président MacMahon.
Garnier a 50 ans à l'époque, vous vous rendez compte quand même, hein, ça a duré un certain temps. Il a commencé, il avait environ 35 ans, et il a fini, il avait 50 ans quand même. Hein, c'est assez... encore celui-là, 35 ans. Eh ben, Légion d'honneur quand même, Bah oui. hein, pour ce bâtiment qui n'était pas quand même très, très facile à réaliser. Alors la décoration est foisonnante, hein, on voit quelques images. Il y a l'extérieur évidemment, des mosaïques au sol, des décors muraux, décors peints, décors en relief, sculptés, une statue remarquable, la fameuse Pythonis qui accueille les spectateurs, qui est une œuvre d'Adèle d'Affry, duchesse de Castiglione-Colonne, dont on peut faire remarquer quand même que son pseudonyme était Marcello. Donc à l'époque, peut-être pas si facile d'être sculpteuse, en tout cas, voilà. Cette Pythonis, qui est donc une déesse d'Apollon, en fait, hein, une servante plutôt d'Apollon, est dans un lieu qu'on appelle la grotte, en fait. Et ce lieu, il est assez intéressant parce qu'il est juste... Pardon ? En dessous des escaliers? Non, voilà, juste avant les escaliers. En fait, Garnier a voulu jouer sur les échelles en nous mettant d'abord dans un endroit un petit peu, parce que c'est là que les gens arrivaient par ce vestibule, un peu bas de plafond, un peu dans la pénombre, et d'un seul coup, déboucher sur l'escalier. Qui est le cœur, hein, c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu que ce soit le cœur de l'Opéra Garnier. Un escalier majestueux qui fait 30 mètres de haut et qui a évidemment, qu'on connaît hein, comme le monument. Et donc, c'est par cet escalier qu'on va accéder petit à petit à la salle, au foyer, au salon, etc., etc. Alors, partout dans cet opéra, il y a des dorures, des plafonds peints, des sculptures, des mélanges exubérants de faste, d'éclectisme, de matière qui font que, si vous passez à Paris et qu'il n'y a pas de spectacle à voir, vous pouvez en tout cas visiter le Palais Garnier. C'est un musée. De très grands artistes. Hein. Tout à fait, c'est un musée à part entière. Alors à l'époque, 73 sculpteurs quand même ont travaillé sur le projet, 14 peintres jusqu'à son inauguration. Et puis aussi, il y a un élément qui apparaît en 1963, là c'est bien 1963, c'est le fameux plafond Chagall. Il y a un plafond d'origine dans une coupole. Et puis c'est André Malraux en fait qui demande à Chagall de faire un plafond, donc de recouvrir ce plafond sans pour autant le détruire. Voilà. Donc ils ont fait des châssis en fait, hein, des 24 triangles qui ensuite ont été fixés au plafond. C'est sur ces 24 triangles Chagall a peint, donc ce plafond qui est très coloré, extrêmement lumineux, et ça a été donc raccroché, préservant quand même le plafond d'origine de 1875. Donc ça aussi c'est une curiosité d'aller voir ce plafond, parce qu'il est un peu anachronique quand même. Hein, avec, moi, personnellement je l'aime pas. C'est particulier. Peut-être encore une des rares, mais je suis rare. En tout cas, mais je trouve qu'il dénote totalement. C'est un hommage qu'il voulait rendre d'ailleurs. Hein. Oui. Alors bien sûr, il est au ballet parce qu'il y a des aux compositeurs, la musique. Oui, voilà, Berlioz, Ravel, Tchaïkovski, Wagner, Stravinsky. Stravinsky à l'époque d'ailleurs où le plafond a été posé était vivant et il faut savoir que Marc Chagall avait aussi fait de la scénographie. Il avait été aussi scénographe. Il avait travaillé avec lui sur l'Oiseau de feu. Donc voilà, il avait aussi cette Et puis, Marc Chagall est russe, il faut s'en rappeler aussi. Enfin, en tout cas, Georges Pompidou et André Malraux étaient quand même hyper avant-gardistes, parce que c'est vrai que c'est quand même un style Chagall qui détonne un peu, hein, franchement, avec ce palais. Et Pompidou, que l'on connaît aussi pour son goût, justement, pour l'art à l'époque moderne, contemporain, avait dit « La réalité dépasse mes espérances ». Ce plafond introduit dans l'opéra la couleur et la lumière. Il s'intègre admirablement dans le cadre de la vieille salle et y introduit quelque chose de neuf qui, en même temps, rendra à cette salle un attrait plus vivant. Mais vous, comment vous le trouvez, vous ? Alors, il est assez particulier. Moi, je mitigé quand même, non? Voilà, c'est qu'on n'est pas trop longue de bois dans l'émission. Non, mais donc il est particulier, ça veut dire quoi? Il y a un petit anachronisme quand même. Donc effectivement, c'est assez particulier. L'univers de Chagall est très particulier. Anachronisme. C'est que moi je suis binaire, donc c'est j'aime pas. Ah non, en art c'est pas j'aime pas. Ça a quand même le mérite d'être là et puis c'est une curiosité artistique qu'il faut aller voir. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez étonnant. Marie-Jo est prête pour faire de la politique. Qui n'aime pas, en tout cas, c'est Jean-Paul. Non, moi, je ne suis pas fan de Chagall, de toute façon. Et je crois que je ne suis pas le seul. Ouais, tout à fait. Bon, et en revanche, tout le monde, alors là, je vous le dis, tout le monde connaît l'opéra Garnier, même ceux qui n'aiment pas l'opéra, même ceux qui n'aiment pas la danse classique, puisque maintenant, on danse à Garnier. Tout le monde connaît Garnier. Tout le monde. Je vais vous le prouver tout de suite. La Grande Vadrouille. Ah oui. Eh oui, où vous croyez-vous, Méphisto? Mais à l'opéra, maître. Je me souviens de ça. C'est la Grande Vadrouille, ça a été tourné là. Un vrai cinéphile. Ah oui, c'est la Grande Vadrouille. Tout le monde a vu l'opéra Garnier. C'est la Grande Vadrouille. C'est vrai. Et comme tout le monde n'a pas eu la chance de voir Isabelle Charra sur scène, encore un petit extrait dans un autre personnage, c'est le spectre de la rose. Regardez.
spectre de la rose. Juste petit commentaire, hein, c'est pas que je suis moqueur, le costume ils l'ont chargé quand même. Surtout le bonnet de nuit, on va dire. Non? Je parlais pas essentiellement du vôtre à la limite. Hein. Ah, pour le mec, oui, c'est censé représenter une rose, donc forcément. Oui, ils l'ont gâté, hein. Oui, le bonnet de douche avec les pétales. C'est difficile à porter, hein. Mais je suis pas mieux à côté, on va dire. C'est pour ça que j'ai un immense respect pour les danseurs et les danseuses. Parce que malgré ce qui pourrait, là, si vous tombez sur des gens comme moi, évidemment, je risque d'être moqueur. Mais justement, je ne les trouve pas ridicules. C'est là où je trouve ça très fort. Voilà. C'est là où je trouve le spectacle et la danse en particulier vraiment très, très, très réussi. Quand c'est bien fait, bien évidemment. Ce personnage en particulier, de petits mots, pas du tout? Vous a marqué? Oui, c'est très agréable à faire, pas évident. On a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'on est souvent assoupi dans le fauteuil. Mais comme je disais, en fait, on est à moitié endormi et c'est le parfum de la rose qui nous emporte. Et on doit relativement, tout au moins au début, danser un peu les yeux fermés. Donc c'est pas du tout évident. Mais c'était pas longtemps après que je sois nommée étoile, je pense. Et en tout cas, mon premier vrai ballet... petit ballet avec Mathias Eman qui avait été nommé étoile en même temps que moi. Je vais vous laisser le temps d'y penser un petit peu parce que j'aimerais savoir quel est le personnage que vous avez adoré interpréter. On en parlera juste après la chronique de Vanina. Vanina de la Fondation de l'Université de Corse qui va nous parler de... Précisément de l'Université de Corse. Donc on fait un pas de côté complet. On va s'occuper peut-être de la jeunesse qui ne deviendra pas danseur ou danseuse étoile. Donc il faut s'occuper d'eux aussi. Et il se trouve qu'il y a des petites révolutions. La reine de la transition, je vous dis bravo. Voilà. Non mais il se passe des choses dans le milieu universitaire et bien évidemment ce sont des révolutions de velours que tout le monde ne mesure pas complètement. Et là en l'occurrence il s'est passé le 29 avril dernier, une chose à l'échelle ministérielle, présidentielle, etc. François Hollande a clôturé les assises de l'entrepreneuriat. On va me dire quel rapport avec l'université. Quel rapport avec l'université? C'est qu'en fait, il y avait justement tout un chapitre sur une nouvelle mission que doit assumer l'université. Il se trouve que les grandes écoles, elles, le faisaient déjà depuis un long moment. Il est question pour les universités aussi de porter un petit peu les étudiants à développer un esprit d'entreprise, à leur apporter justement une confiance économique, etc. Et donc l'idée, c'est de travailler sur cet esprit d'entreprendre. Donner aux jeunes qualifiés en particulier, ce désir de faire, d'apporter, de créer de la richesse, de créer de l'emploi, etc. Et donc ça va passer dans des textes. Alors, très bien, tant mieux. Et d'autant mieux qu'à l'Université de Corse, figurez-vous, nous n'avions pas attendu ces préconisations en haut lieu. Voilà quelques années déjà, enfin peut-être un an en tout cas. Enfin, non, pas le sens de l'exagération du tout, c'est ça qui est bien. Non, je suis en train de me dire, ça fait pile un an, il faut que j'arrête. Voilà. Depuis un an, on s'attendait à des grands visionnaires. Non mais attends, on anticipe quand même. Oui, donc, oui. Depuis un an, nous avons développé un tas de dispositifs qui justement accompagnent un petit peu nos étudiants sur le chemin de la création d'entreprise. Donc, plusieurs dispositifs. Le premier, un parcours que la Fondation porte qui s'appelle Couche-Trouille, pour Couche-Trouille la Benne. Hein. Donc, tous les mois, on fait venir des chefs d'entreprise à l'université qui, devant un parterre d'étudiants un peu mélangés d'ailleurs, présentent leur parcours, leur société et du coup dialoguent avec les étudiants et répondent à leur curiosité sur le métier d'entrepreneur, ses difficultés, ses joies, ses satisfactions, les passions, etc. Pour couronner un peu ce parcours, on crée, et ça c'est la première édition cette année, un prix de l'entrepreneuriat étudiant qui du coup sera doté d'une jolie petite somme. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, avec toute une logique d'accompagnement par justement des entrepreneurs déjà mûrs, des sortes de parrains, des petits pères et des petites mères de l'entrepreneuriat, pour récompenser des étudiants qui ont un projet de création ou de reprise. Je ne vous fais pas tout le cadre économique de la Corse, mais on peut se douter qu'il y a besoin effectivement que des jeunes gens qualifiés, formés, etc. reprennent. L'action de la reprise d'entreprise est assez fondamentale. On développera peut-être une autre fois. Donc, Oubremio, le prix de l'entrepreneuriat qui sera décerné cette année. Et un petit zoom aussi, parce que c'est vraiment une belle initiative, sur un projet qui est un peu dans le même état d'esprit, mais qui lui est plus spécifique, qui se tiendra pendant la semaine à Azima Nadia Linguago, ça donc début juin, où l'idée est en fait de faire travailler des groupes d'étudiants sur une idée de création d'entreprise autour de la langue corse, pour montrer que cette langue a évidemment aussi un avenir économique
économique. Sinon, si ça n'a qu'un avenir symbolique, c'est toujours plus limité. Donc ça s'appelle effectivement linguazione. Vous voyez à l'image déjà quelques petits éléments. Pour compléter, puisque évidemment, voilà, on me raccourcit les éléments, vous pouvez aller sur les sites qui sont fort bien faits de l'Université de Corse, mais aussi de sa fondation, qui sera ravie, évidemment, de vous indiquer les dates, les prix, etc. Quoi. Vous avez été concise et complète en même temps. Moi, je dis bravo. Le sacre. Allez, je reviens à la danse, parce que je ne vous ai pas oublié non plus. Hein. Le personnage que vous... C'est délicat, je ne pourrais pas en citer qu'un, en fait. Non. 2. C'est-à-dire que j'ai fait des merveilleux ballets à interprétation, où à la fin du ballet, on est complètement vidé émotionnellement, telle La Dame aux Camélias, donc Marguerite Gauthier, Manon Lescaut. Qu'est-ce qu'il y avait dans La Bayadère aussi, il y avait de beaux moments. Je vous dis, des fois, dans un ballet, il y a tellement une scène qui vous prend à cœur et qui vous fait sortir vos tripes que vous en sortez... Vous refusez des personnages, ça vous arrive? Maintenant, oui, je peux. Si je considère que ça me convient pas ou que je vais pas être au meilleur de moi-même ou que... Oui. Et qu'est-ce qui fera pencher la balance pour le choix d'un personnage, justement? C'est l'interprétation ou c'est la technique? C'est le mélange des deux? Oui. C'est indissociable. C'est un amalgame, quand même. Il faut les deux, quand même. Alors, on a parlé de votre seconde carrière, donc qui sera toujours dans la danse. Alors, j'ai été surpris parce que j'ai dit, tiens, Isabelle Chiara, voilà, se lance dans la mode. Alors, j'ai reçu un petit catalogue. Voilà, Ballet Rose, ça s'appelle. C'est votre marque. Mais effectivement, ça reste toujours dans la danse. C'est pas ma marque. C'est-à-dire que c'est ma griffe. En fait, c'est Isabelle Chiara. Et j'ai dessiné pour Ballet Rosa, donc qui était déjà une marque, vous voyez. D'accord. C'est la première partie. Bon, vous posez. J'essaye de trouver. Voilà. Alors, on me demande de montrer à la caméra. J'essaye de trouver. Allez, non, pas ça. Ça, voilà, ça c'est bien ça. Regardez, voilà. Ah, plutôt sympa. Donc c'est la grille, vous signez aussi. C'est pas pour préparer une reconversion? Non, je le fais en même temps. Ça m'a plu. On m'a fait cette proposition, cette demande, et j'étais partante. C'était un beau projet qui continue encore. Une belle amitié artistique. Vous vous êtes amusé à faire ça? Bah, tout à fait, parce qu'en fait j'ai fait des modèles pour moi. Ouais. Non mais c'est ça, on sent beaucoup de plaisir. Ouais. Non, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis pour porter, bon, forcément, hein, il y a une obligation. Vous devez savoir faire ça. Voilà. Si vous ne savez pas faire ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. L'actu, c'est aussi le DVD hein, sur les pointes avec une étoile Isabelle Chiara. Voilà. Masterclass d'André Clem, sur la musique de Sylvain Durand, bien sûr. Donc, jetez quand même un œil sur le DVD, même si vous n'êtes pas danseur. Non seulement on apprend des choses, non seulement on apprend des choses, mais en plus, c'est joli à regarder. Autre activité les interviews plus proche. sont très intéressantes, honnêtement, parce qu'il y a notre directrice, moi-même, et je dis des choses pas mal. C'est ce que vous avez fait ce soir. Autre actu, là, il y a un stage. La semaine prochaine, 7, 8, 9 mai, à Éléphant de Paname, première fois qu'on instaure ça. Et je donne des cours supérieurs de pointe de répertoire. Voilà. Les classes sont déjà pleines, hein, désolé. Trop d'élèves. Allez, le petit tour de table. Vous avez été une grande danseuse, Vanina? J'ai déjà dit que j'avais dansé la lambada à 10 ans et demi. Écoutez, je peux pas faire beaucoup plus. Sensible, Marie-Jo, à la danse et à l'art un petit peu de danse général. rythmique, très peu, mais demi-pointe, jamais pointe. Jean-Paul, lui, c'est le roi de l'entrechat, on le sait. Le slow. Surtout au féminin. Le slow. Je suis champion de Karagucha, moi, de slow. Nous sommes de Sandra. Oui, surtout sensible à la personnalité d'Isabelle. Oui, car il faut une personnalité. Il faut avoir de la personnalité pour réussir et pour réaliser son rêve. Pour briller mieux aussi sur scène. Pour avoir sa personnalité, oui, Est-ce qu'il faut avoir marque, en fait. Un caractère de cochon pour réussir ou pas? Non, il faut être déterminé, courageuse, il ne faut pas se laisser marcher dessus, mais il ne faut pas avoir un caractère de cochon, non, je ne pense pas. Non. On redit comme tout à l'heure, c'est une émulation, mais pas de jalousie et de la concurrence justement qui... Intelligemment, il faut faire sa carrière. Allez, prochain ballet, rapidement, ça sera pour quand? Les Enfants du Paradis au Japon et la Sylphide à Garnier en juin-juillet. D'accord. Et Les Enfants du Paradis, ça viendra en France? Non, on l'a déjà fait. Hein. Ouais, ben, ça reviendra en France? Je pense pas, je sais pas. Moi, je suis à la retraite dans un an, donc... en privé, voilà. La saison prochaine, il y est pas. Merci Isabelle Chiara d'avoir été notre invitée. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur le plateau de MCSP. La semaine prochaine, rediff, on retrouvera le professeur Fabian et dans 15 jours, c'est le retour du live sur le samedi soir sur Via Stella. Merci de votre fidélité et à très vite.